Alors, comment définir la protection sociale? Eh bien, on la définit généralement comme étant l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective. Donc, prévoyance, on anticipe, on paye avant que le risque ne survienne. Collective, c'est-à-dire que c'est un système organisé pour un ensemble de personnes, et ce n'est pas un système individuel, permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux. Alors, tout repose dans cette expression et dans la signification du terme risques sociaux. Les risques sociaux, c'est ce qu'on appelle aussi les risques de la vie. Alors, il y a des risques positifs et des risques négatifs. Par exemple, la maternité, ça rentre dans la protection sociale, donc ça rentre dans les risques de la vie. Vous comprenez que c'est un risque positif. Mais il y a la maladie, évidemment, il y a la retraite, qui n'est ni positive ni négative, qui est un temps de vie pour lequel il va falloir financer le revenu des individus. Il y a le chômage, etc. Donc, tout dépend de ce que l'on va mettre dans risques sociaux et qu'est-ce que la société va reconnaître comme risques sociaux. Et évidemment, ça change en fonction de l'époque, puisqu'il y a certains risques qui s'atténuent et il y en a d'autres, par exemple les veuves de guerre, qui est un élément important de la protection sociale pendant très longtemps, à cause des conflits du XXe siècle. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est un problème un petit peu moins crucial. Par contre, apparaissent de nouveaux risques comme la dépendance. Là, il va falloir qu'on les inscrive effectivement dans notre cadre de protection sociale. Alors, les raisons de la mise en place de la protection sociale, donc garantir la cohésion et la paix sociale, puisque ça permet de lutter contre les inégalités, d'assurer un socle de prestations communes à l'ensemble des citoyens, eh bien, ça garantit aussi une certaine homogénéité de la société et finalement une certaine paix sociale. Il y a moins de conflits, si vous voulez, dans une société où la protection sociale est avancée. Socialiser les risques de la vie, donc renforcer les solidarités. Vous comprenez bien le mécanisme. C'est un mécanisme collectif donc, qui repose sur la solidarité. C'est les biens portants qui financent la maladie des malades. Donc c'est très important, ces mécanismes de solidarité qui sont, malgré nous, mais qui sont d'abord beaucoup plus équitables socialement et qui font que vivre ensemble a un sens. Lutter contre les inégalités issues de la répartition primaire des revenus. Alors attention, dans la protection sociale aussi, vous avez une fonction de redistribution. Tout ce qui est minima sociaux, évidemment, ce sont des revenus que l'on donne à des personnes qui n'ont pas ce minimum de revenus. Donc là, ça touche directement la répartition. L'idéal d'égalité et de justice sociale, qui est un idéal républicain. J'insiste là-dessus parce que c'est fondamental dans nos sociétés. Alors, les modèles de protection sociale, il y a 3 grands modèles différents. Alors, on peut dire 2, et le deuxième, c'est hybridé. Donc, ça en fait 3. Mais, donc, vous pouvez avoir plusieurs présentations. Il est vrai que traditionnellement, on présente 2 modèles, et puis maintenant, quand on voit l'évolution dans certains pays, on est obligé de parler de 3 grandes réalités de la protection sociale. Alors, ces 3 grands modèles différents, ils reposent effectivement sur qui va bénéficier, enfin ce qui va les caractériser, c'est les bénéficiaires de la protection sociale et comment on va la financer. Et je rajouterai une 3e dimension, c'est quelle intensité a cette protection sociale. Est-ce qu'elle est minimale ou au contraire, est-ce qu'elle est extrêmement protectrice? Alors, 2 logiques. Il y a une logique d'assurance d'abord, que l'on appelle bismarckienne, du nom du chancelier allemand Bismarck, qui, à la fin du XIXe siècle, a introduit un système de protection sociale en Allemagne. Ce système est qualifié de corporatiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il bénéficie à une corporation. C'est-à-dire, ce sont les fonctionnaires ou ce sont les ouvriers d'industrie. Donc, ce sont des groupes sociaux qui vont bénéficier d'une protection sociale particulière. Pourquoi particulière? Parce qu'elle repose sur le paiement de cotisations sociales. Et que ces cotisations sociales, elles peuvent être plus ou moins importantes en fonction de la branche professionnelle de l'individu. Donc c'est une logique corporatiste. Ceux qui ne travaillent pas n'ont pas accès à la protection sociale. C'est aussi simple que ça. Et puis il y a la logique d'assistance qui naît un peu plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, si mes souvenirs sont bons, que l'on doit au Britannique Lord Beveridge. Donc on parle
d'une logique beveridgienne, où là, on n'a pas de conditions de cotisation, ni de conditions, mais on n'a que des conditions de ressources. C'est-à-dire qu'on va donner à ceux qui n'ont pas. Et là, on est vraiment dans la logique, non pas de l'assurance, puisque les gens ne cotisent pas au risque, on est dans la logique de l'assistance, les gens ont besoin, donc on va leur donner. Deux logiques très différentes, ce qui va supposer, évidemment, une différence fondamentale en termes de financement, c'est que ce ne sont plus les cotisations sociales qui vont financer la protection sociale, mais l'impôt. Et c'est une très très grande différence. Et puis, cette logique d'assistance, alors elle a évolué vers des minima sociaux dans le monde anglo-saxon, particulièrement en Grande-Bretagne, où par exemple en Grande-Bretagne, tous les chômeurs sont indemnisés, qu'ils aient eu une expérience ou pas professionnelle, c'est-à-dire qu'un jeune diplômé est indemnisé de la même manière qu'un cadre supérieur qui a 20 ans d'ancienneté qui se retrouve au chômage. Et il perçoit un minima social qui doit être de l'ordre de 400 ou 500 livres par mois, et tout le monde touche la même chose. Donc c'est universel, pour peu que le besoin soit là, la personne va y avoir droit, mais en même temps c'est une protection minimale. Donc ça, c'est l'orientation, si vous voulez, du système britannique. Et puis, il y a une logique de protection universelle, sans condition de ressources ni de cotisation, où là, vous avez une protection maximale. Et là, je parle des pays, de certains pays nordiques, de certains pays scandinaves, où effectivement, vous avez une protection sociale maximale, et qui est ouverte au plus grand nombre. Donc c'est comme le modèle anglo-saxon, sauf qu'à l'inverse, ce sont les prestations qui sont intéressantes par rapport au modèle anglo-saxon. C'est pour ça que je vous dis, voilà, le modèle d'assistance, il a deux logiques. Une logique minimale et une logique, j'allais presque dire, maximale, avec une très forte protection sociale. Dans la réalité, si vous voyez, c'est vous montrer quelle est l'origine des systèmes de protection sociale, et en fonction de leur origine, ils vont évoluer différemment, mais dans la réalité, on ne peut plus dire en France, on a un système d'assurance ou on a un système d'assistance. On a les deux, en vérité. On s'aperçoit qu'au fil de leur existence, les systèmes de protection sociale s'hybrident. Et en France, nous, on est plutôt parti du modèle bismarckien, système de cotisation sociale, avec des régimes par profession. Et puis, on a introduit des choses comme, par exemple, la couverture maladie universelle, ou comme les minima sociaux, comme le revenu minimum d'insertion d'abord, et ensuite d'activité, eh bien, évidemment, ça, c'est plutôt sous le signe de l'assistance. Donc, ne vous y trompez pas, il y a des logiques différentes, mais dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y a très largement des hybridations des systèmes de protection sociale. Alors, quelles sont les différentes protections ? On parle de protection sociale, donc on protège contre quel type de risque ? Alors, voilà précisément ce qui se passait au niveau en 2007, la répartition, le pourcentage, si vous voulez, de la couverture des risques. Alors, en numéro 1, en tous les cas en France, parce qu'on verra dans les autres pays européens, ça peut être légèrement différent. Donc, c'est la vieillesse qui est le principal risque. Alors, entendez par là, la vieillesse, ce n'est pas un risque en soi. C'est effectivement le fait qu'on ne puisse plus avoir d'emploi ou qu'on juge non souhaitable de continuer à avoir un emploi. Et donc, c'est la retraite qui est prise en compte. Et donc, ça représente quasiment 45%, presque la moitié de nos dépenses de protection sociale. Donc, c'est très important. Et pensez qu'on est dans un contexte de vieillissement de la population et que donc cela va considérablement augmenter dans le futur. Les Italiens, qui ont une population beaucoup plus vieillissante que la nôtre, eux sont déjà à 62% de leurs dépenses de protection sociale qui est consacrée donc au problème de la retraite. Donc la retraite, évidemment, et puis on a la santé ensuite. Évidemment, la santé, donc la santé, c'est la maladie, c'est l'hospitalisation, c'est aussi les indemnités qui vont être versées par la sécurité sociale en remplacement du salaire non perçu parce que nous sommes malades. C'est aussi ce système-là. Et donc la santé, bien évidemment, coûte très cher aussi. On est à plus d'un tiers donc, de la protection sociale consacrée aux dépenses de santé. En troisième lieu, on a la maternité donc, et la politique de la famille, avec 9,2%.
Et puis, en quatrième lieu, on peut constater des dépenses relativement modestes consacrées à la protection sociale liée à l'emploi, c'est-à-dire, pour l'essentiel, l'indemnisation du chômage, hein, qui ne représente que 6,2% en 2007. Et puis après, on a le logement, donc tout ce qui est personnalisé au logement, 2,6%. Et enfin, l'exclusion sociale, hein, et notamment, je vous parlais du RMI, du revenu minimum d'insertion, qui devrait se transformer dans les prochains mois en revenu de solidarité active, le fameux RSA de Martin Hirsch. Hein, et donc là, on est dans la logique de l'assistance, hein, puisque c'est un revenu qui est donné sans contrepartie dès lors que la personne n'a pas de ressources.